Et je vous propose maintenant, sans plus attendre, de faire le récit de la redécouverte de l'intérêt général. Et j'accueille à mes côtés, pour pouvoir leur remettre les fruits d'un cheminement de 7 ans collectif, Carole Couvert, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Sylvain Wasserman, vice-président de l'Assemblée nationale, et Éric Thiers, secrétaire général du Haut Commissariat au Plan. Nous allons pouvoir partager très rapidement finalement ce que nous avons pu voir ensemble durant ces 7 ans. Vous refaire ce récit, c'est une forme de carnet de voyage de cette redécouverte de l'intérêt général, et à partir de là, bien évidemment, de vous remettre ces travaux en étant à votre disposition pour pouvoir les partager avec vous. Et donc, je me propose d'abord de vous accueillir, donc merci de nous rejoindre, de pouvoir vous faire, mais brièvement, finalement, ce récit de 7 ans de cheminement. Alors, la grande différence entre Sylvain Wasserman, qui a fait l'introduction, et moi-même, c'est que Sylvain nous a dit, mais 15 minutes pour un élu, c'est énorme. 15 minutes pour un chercheur qui, pendant 7 ans, a travaillé sur le sujet, c'est très peu. Et donc, je vais essayer de ne pas confondre 15 minutes avec 15 heures pour pouvoir vous retracer finalement ce cheminement. Mais vous me pardonnerez si, bien évidemment, il va un peu à la vitesse de l'éclair, et si, bien évidemment, tout ça est pour vous donner envie de redécouvrir ce parcours sur cette redécouverte de l'intérêt général qui, bien évidemment, est bien plus complète que ce que je pourrais en dire. Alors, d'abord, peut-être de vous rappeler que ce chemin collectif a eu ses graines au CESE, avec une discussion avec Jacques Dermagne en 2010, mais commence réellement en 2014 avec un groupe de travail pluridisciplinaire qui décide finalement de se poser la question: sommes-nous prêts à affronter les mutations de l'intérêt général? Nous sommes donc en 2014, avant même la signature des objectifs de développement durable et très avant, bien évidemment, la situation que nous connaissons, et nous décidons de faire un cheminement de plusieurs années. Certains avaient dit ça durera au moins 10 ans pour le faire, et d'autres avaient dit il aurait fallu le faire il y a 10 ans. Eh bien, nous nous sommes dit, donnons-nous le temps qu'il faut pour le faire, et en 7 ans, nous avons cheminé collectivement, et tous les ans, nous avons gardé une pierre, nous avons publié un document qui, finalement, garde mémoire de ce cheminement, et donc celui que j'aurai l'honneur de vous remettre aux 3 institutions que vous représentez aujourd'hui, et celui pour 2021, mais vous en avez un 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Et d'ailleurs, celui de 2020 était une lettre aux élus pour leur dire « Nous sommes à vos côtés, il y a déjà de nombreux outils, données et éléments qui peuvent vous servir. » Alors, quels sont d'abord les enseignements de cette démarche? 4 enseignements majeurs. D'abord, il y a une question d'un enjeu de sémantique. On l'a évoqué tout à l'heure, je reviendrai très rapidement. Le deuxième, qualifier un système, qualifier un écosystème est une situation extrêmement complexe. Alors, finalement, comment qualifier cet intérêt général aujourd'hui en France? Le troisième enjeu, c'est celui de la conduite du changement que cela nécessite. Et le quatrième, une fois qu'il y a l'autorisation de mise sur le marché, n'est-ce pas? Nous connaissons maintenant bien ce mot. Comment déployer? Et peut-être, ça sera ma conclusion, pourquoi pouvons-nous dire aujourd'hui que nous sommes en état de pouvoir partager, non pas encore complètement le vaccin contre la Covid-19, mais peut-être le vaccin contre la désespérance dont nous parlions à la table ronde juste avant. Alors, déjà, un enjeu de sémantique, et d'ailleurs, Bettina Laville l'a introduit. Qu'est-ce que l'intérêt général? Est-ce que la notion de bien commun est-elle un substitut à l'intérêt général? Qu'est-ce que ce cadre commun d'objectifs, des objectifs de développement durable? Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une alliance d'intérêt général? Je ne vous ferai pas l'audace de vous résumer en 1 minute les débats que nous avons eus, mais vous verrez dans le document que je vais vous remettre que nous l'avons fait en 2 pages. Et donc, pour ces 4 notions, 2 pages, vous apprécierez, j'espère, l'effort de synthèse qui est derrière. Le deuxième enjeu auquel nous nous sommes confrontés, peut-être le plus compliqué, était de dire, mais finalement, comment décrire
un écosystème, comment décrire finalement l'ensemble de ce que nous vivons. Alors nous avons commencé bien évidemment par dire, mais nous sommes confrontés à une triple équation. Comment articuler tout domaine, tout acteur, tout territoire. Et donc finalement l'équation à résoudre est déjà de pouvoir articuler cette dynamique-là. Et puis on s'est dit, oui, mais finalement le deuxième élément, c'est qui peut agir. Et on a rajouté, bien évidemment, le système politique peut agir. Bien évidemment, le pouvoir d'agir des citoyens est essentiel. Mais peut-être ne pas oublier, je crois, chère Carole, que vous en aurez un mot à la fin, la place des organisations qui sont un peu les grands oubliés en France quand on parle d'intérêt général. Quelle est la capacité finalement des organisations à agir? Et nous avons aussi qualifié, troisième grande dimension, finalement, les trois leviers d'activation de l'intérêt général. Nous avons renoncé à en faire une définition, je vous rassure, mais il y a trois leviers d'activation. Une vision partagée, une gestion régulatrice, comment est-ce qu'on peut gérer finalement le commun? Et puis l'action collective transformatrice, comment elle est connue, reconnue et valorisée. Alors, vous voyez le petit schéma à droite sur votre écran, finalement, déjà il est compliqué en tant que tel. Mais il nous a semblé, et d'ailleurs la table ronde précédente en a largement esquissé les éléments, qu'il y avait deux ingrédients indispensables pour faire tourner la roue. Parce que comprendre un système, c'est facile. Mais finalement, comment on le fait tourner? Et il nous a semblé qu'il y avait deux éléments essentiels, le premier étant la temporalité, et le deuxième, la capacité d'adhésion. Et si je ne reprends que la question de la place des organisations, et celle de la temporalité, la chance que nous avons, avant le Covid, mais qui est encore plus renforcée, bien évidemment, par le Covid, c'est ce que nous avions écrit dans un livre commun, et d'ailleurs, Sylvain, vous nous aviez fait l'amitié d'y écrire, comme d'ailleurs Jean-Paul Bailly et Jean-Paul Delevoye, qui s'appelait en 2016 « Bien commun vers la fin des arrogances ». Eh bien, c'est la première fois dans l'histoire que les quatre grandes organisations, les acteurs publics, les acteurs associatifs, les acteurs économiques et les acteurs académiques sont confrontés à des défis de transformation tels qu'ils ne peuvent pas dire seuls « j'ai raison ». Et je sais. Et il n'y a qu'à m'écouter et on va agir. Et si vous regardez l'histoire, on a fait cet exercice dans nos travaux, 1500 ans d'histoire de l'intérêt général, que là aussi je vous passerai, eh bien c'est la première fois que les quatre grands systèmes d'acteurs sont en même temps en fragilité, sans pouvoir dire « mais moi je sais, suivez-moi ». Et ça, c'est une force. On vient de le voir avec le débat précédent qui se conclut sur la force et l'importance de considérer la fragilité non pas comme finalement une faiblesse individuelle, mais comme une force collective, parce que c'est bien parce que nous sommes fragiles que nous avons besoin des autres, c'est bien parce que nous avons besoin des autres que nous pouvons construire ensemble des solutions. Et puis, le troisième élément, peut-être le plus important, c'est on parle souvent, quand on parle de gouvernance, de pouvoir, qu'est-ce que je peux faire, je suis en capacité de faire, et de devoir, quelle est ma responsabilité. Mais il nous semble que nous avons un peu oublié collectivement la troisième branche, qui est l'envie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et comment est-ce qu'on dépasse la capacité, comment est-ce qu'on dépasse la responsabilité pour aller vers l'envie? Et là, je reprends les trois chiffres que je donnais en introduction. Lorsque 81% des Français réclament un devoir d'alliance, lorsque 92% des maires reconnaissent ce besoin d'alliance, et lorsque 84% de nos entreprises, toutes tailles confondues, et je rappelle qu'en France, 96% de nos entreprises ont moins de 20 salariés, eh bien, ont envie d'alliance, eh bien, sans doute, nous sommes à un momentum de l'histoire où, oui, même si l'équation semble difficile à résoudre, eh bien, nous allons pouvoir faire en sorte que 1 + 1 = 3. Et vous avez quelques clés de lecture, bien évidemment, dans le rapport que je vais vous remettre dans un instant. La troisième question, c'est la conduite du changement. Comment conduire ce changement? Eh bien, finalement, les 7 forces de ce changement sont assez connues, assez claires. Il faut donner une visibilité sur pourquoi il faut changer, il faut donner une vision sur ce que l'on peut faire, il faut donner des exemples inspirants, il faut définir comment mobiliser l'ensemble des parties prenantes, il faut définir le dispositif d'ingénierie. Nous avons vu juste avant comment cette ingénierie est importante, notamment au niveau des territoires. Et puis, il faut avoir un modèle socio-économique. Je rappelle que le modèle socio-économique, c'est l'équilibre de la maison.
Si la maison n'est pas équilibrée, qu'elle soit chez nous à titre individuel, qu'elle soit au sein d'une organisation, au sein d'un pays, au sein du monde, eh bien nous voyons bien que nous ne pouvons pas durablement tenir. Et le septième élément, cette septième force, c'est justement celle de créer la dynamique commune. Eh bien, ce que la mission ministérielle qui a été confiée à la députée Cathy Racon-Bouzon et moi-même en 2019 a démontré l'année dernière à travers un programme d'action de 21 actions qui ont déjà été mises en place, c'est que tout cela, toutes ces conditions-là étaient réunies. Et que quelque part, nous n'étions plus dans peut-être demain il faudrait lancer quelque chose, mais sur les 21 actions qui avaient été remises au secrétaire d'État au moment même de la crise, le 7 mai dernier, eh bien, nous en avons 18 sur 21 qui sont déjà à l'œuvre, les 3 restantes étant celles qui étaient finalement les plus complexes à mettre en œuvre et qui, bien évidemment, dans le cadre de la Covid, vont demander un peu plus de temps. Mais aucune des 21 mesures n'ont été retoquées. Pourquoi ? Parce que c'est un travail de co-construction qui a été fait avec plus d'une centaine d'organisations de toute taille, de tout territoire, de tout profil, et que quelque part, ce travail a permis d'avoir une forme de momentum commun et d'envie d'agir commune qui fait en sorte que ce plan d'action est déjà à l'œuvre. Alors le dernier élément, finalement, si la conduite du changement peut être menée, c'est comment on déploie. Et Jean-Paul Bailly nous rappelait que la question du déploiement est une question complexe et que finalement, elle demande, elle aussi, à pouvoir se poser la question comment faire. Eh bien, le premier élément, nous l'avons évoqué, et je crois que Jean-Paul Bailly l'a particulièrement bien démontré, c'est partir d'exemples concrets. Aujourd'hui, valoriser ce qui a été les réussites de cette capacité à agir. Que ce soit dans la diversité des partenariats qui associent aujourd'hui intérêt général économique, que ce soit à travers les pratiques responsables, à travers le mécénat, à travers la coopération économique, à travers l'innovation sociétale, nous avons aujourd'hui une richesse d'exemples qui montrent que non seulement c'est possible, mais nous sommes déjà dans l'action. Et qu'il ne s'agit pas d'opposer, est-ce que ce qui serait mieux, c'est les achats responsables, le mécénat ou l'innovation sociétale. Chacun peut trouver aujourd'hui, et trouve déjà aujourd'hui, dans ce qu'il est, dans ses propres objectifs, une capacité de pouvoir agir ensemble. Nous avions hier une audition dans le cadre de la médiation des entreprises qui réfléchit sur le déploiement du label achat responsable. Eh bien, bien évidemment, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ces portes d'entrée, elles sont non seulement accessibles, mais il y a une envie de faire. Là, pour donner juste un exemple, la base de données, Impact Pratique Responsable, faisait à Noël, au 1er décembre dernier, au Giving Tuesday, on est plus Giving Tuesday nous, le 500e exemple inspirant pour montrer que toute taille d'entreprise, toute taille d'association, tout territoire était concerné, et tout domaine était concerné par ces modèles de partenariat. Et puis je pourrais faire la même analyse, j'irai beaucoup plus vite, mais sur la mobilisation finalement territoriale. On a parlé, Élodie Julien parlait tout à l'heure des 350 catalyseurs territoriaux qui peuvent témoigner à quel point c'est une réalité déjà incarnée. Donc nous ne manquons pas d'exemples. Ils sont présents, ils sont référencés, ils sont identifiés, ils sont connus. Mais la question est, à partir de cette dynamique, à partir de ce qui existe, comment pouvoir déployer ? Et ça, c'est la question, finalement, des leviers structurels qui ont été évoqués l'année dernière et qui ont été progressivement levés. Alors, nous ne sommes pas complètement à la levée du sujet, mais les moyens pour le faire ont été faits, puisque l'année dernière, grâce à la mission ministérielle, les 3 sujets structurels ont été posés. Quel est d'abord le droit d'alliance ? Parce qu'il est absolument évident que si nous n'avons pas de droit d'alliance, eh bien, quelque part, même avec la meilleure volonté du monde, eh bien, on ne pourra pas passer à l'action au-delà de quelques pionniers qui, comme le dit très bien Jean-Paul Delevoye, l'innovation, c'est une désobéissance qui réussit. Oui, mais il faut quand même que la désobéissance, elle reste dans un cadre quand même assez cohérent. Donc, si on veut que se déploie cette capacité d'alliance, il faut qu'il y ait un droit d'alliance. Et quelque part, il faut l'expérimenter. Et la députée Cathy Racon-Bouzon porte aujourd'hui, va déposer au Parlement dans les prochains jours, une proposition dans ce sens qui a été co-construite l'année dernière dans le cadre de cette mission ministérielle. Le deuxième point, c'est, et nous l'avons vu tout à l'heure, cette ingénierie d'alliance. Comment pouvoir permettre
finalement d'avoir ces lieux de dialogue, de construction, de convergence des ingénieries, et que ce soit le fonds I mis en place par la Caisse des dépôts, que ce soit la Fondation des territoires, avec le soutien du réseau des pionniers des alliances en territoire, que ce soit des espaces de dialogue et d'ingénierie finalement pour articuler les ingénieries nationales et territoriales qui est née de la démarche d'anticipation de sortie de crise, eh bien c'est lieu de débat, d'échange entre ingénieries pour construire ensemble les ingénieries de demain. Elles existent et on est sorti de la logique où gérer seul la solution pour que finalement incarner une capacité à le faire ensemble. Et puis le dernier point, parce qu'il faut aussi des financements, nous avions vu dans le rapport ministériel l'importance d'une prime à l'alliance, de pouvoir dire mais finalement en France, on ne rémunère pas quand on fait en alliance. On ne considère pas qu'un plus 1 égale 3. Au mieux, on dit 1 plus 1 égale 2, et on dit si 1 plus 1 peut faire 1,8, ça serait même encore mieux. Eh bien, nous pensons qu'il faut au contraire investir dans cette logique-là, et le fonds ODD 17 qui a été lancé lors du 3e dîner élus et entreprises du 23 novembre dernier, finalement, en est un exemple concret pour dire comment expérimenter le fait de financer cette ingénierie qu'aujourd'hui, personne ne finance. Alors, pourquoi passer à l'action en 2021 ? Eh bien, finalement, comment peut-on faire individuellement aujourd'hui ? Et c'est ce qui a été vraiment souligné au cours de ces 7 ans de cheminement, c'est que tous les acteurs peuvent trouver des outils, des données, des compétences qui peuvent les aider à mettre en œuvre. Que l'on soit une association, une entreprise, une collectivité, un service de l'État, un territoire, aujourd'hui ont été identifiés finalement les moyens d'accompagner cette transformation. Et ça, c'est un point extrêmement important, laissant à chacun le soin de faire son propre parcours, puisque bien évidemment, il n'existe pas un parcours universel où il suffirait d'avoir une boîte à outils, d'appuyer sur la boîte à outils. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comment peut-on, au plus près des besoins, apporter ces éléments-là ? Aujourd'hui, les dispositifs qui ont émergé depuis une décennie y répondent et permettent de le faire. Collectivement, il nous faudra inventer cette usine à co-construire, mais quelque part, les briques ont été construites et donc, quelque part, elles ne demandent qu'à être assemblées aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on peut voir que ce travail de co-construction qui a été minutieusement fait, plutôt que d'arriver dans une grande usine dès le départ, eh bien, c'est 15 ans de travail qui ont permis progressivement de construire chacune des briques et aujourd'hui de se dire comment on les assemble ensemble. Et c'est cette bonne nouvelle que nous voulions vous partager aujourd'hui. Alors, le dernier point, et j'en finirai là, lors de l'année dernière, lors de la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire, nous avons eu l'occasion de faire une lettre aux élus locaux pour leur dire voilà, des données existent à travers, par exemple, l'Observatoire des partenariats, des outils existent. Bettina Laville rappelait le magnifique guide sur les objectifs de développement durable et les collectivités territoriales qui permet d'être très concret. Des compétences existent, ces catalyseurs territoriaux finalement sont à disposition. Eh bien, nous voulions, dans la même dynamique, et peut-être avec encore plus d'enthousiasme après ces 7 ans de travail, vous remettre aujourd'hui à 3 institutions qui, pour nous, incarnent parfaitement les 3 leviers d'activation de l'intérêt général que j'évoquais.